Club de la Bourse. Deux invités avec nous pour cette fin de séance en Europe. Nouran Charer, directeur de la gestion de Mansartis, est avec nous en plateau. Bonsoir Nouran. Bonsoir Bienvenue. Yes. Mabrouk Chetouane avec nous également pour cette fin de séance, le responsable de la recherche et de la stratégie de BFTIM. Bonsoir et bienvenue Mabrouk. Bonsoir. Nouran, qu'est-ce que vous comprenez au dernier mouvement de marché, sans forcément remonter trop loin, mais voilà, on parle beaucoup de cette deuxième jambe de hausse, cette deuxième vague de rebond initiée il y a un mois, depuis la mi-mai, qui a remis la lumière, ou de l'intérêt en tout cas, de la part des investisseurs sur des thématiques très en retard. On voit que le marché a encore du ressort, avec toujours l'idée peut-être de permettre un rattrapage de certains secteurs très en retard. En fait, on voit bien effectivement que depuis un mois, on a quand même une accélération en fait de certaines tendances, mais je dirais que le marché reste quand même globalement rationnel et très cohérent. On le voit notamment sur l'Europe, où on a eu effectivement un vrai rattrapage depuis un mois, depuis la mi-mai, sur le marché européen versus les autres zones géographiques. Et ça, je dirais que c'est plutôt cohérent par rapport à la réponse monétaire et la réponse budgétaire qu'a apporté la Commission européenne et les différents États membres. En ce qui concerne en fait la politique monétaire, on voit bien que la politique monétaire ultra accommodante permet quand même de limiter les coûts d'endettement qui vont exploser au niveau des États membres. Donc on va avoir effectivement des dettes publiques qui explosent. En Grèce, elles vont atteindre 100%, en Italie 150%, etc. En France, un peu plus limité, mais quand même qui explose nettement à 120%. Donc aujourd'hui, on a, je dirais, un risque de solvabilité par rapport à la charge d'intérêt qui reste plus limitée grâce aux politiques monétaires. Ce qui a été très transformant en fait sur les marchés et qui explique un peu le rallye du marché européen, c'est quand même la politique en fait budgétaire et effectivement le plan de relance. Alors pour l'instant, ça reste qu'un projet, mais qui est quand même relativement important et je dirais presque structurel à plusieurs titres parce que l'Union européenne, on s'est aperçu qu'elle progresse quand même dans les crises. C'est-à-dire qu'elle devient plus solide, avec une plus forte cohésion. En 2008, on avait eu effectivement l'union bancaire. En 2020, on a effectivement la mutualisation des dettes qui est tant attendue par le marché, par les investisseurs et par l'ensemble des États membres. Donc aujourd'hui, quand on regarde le plan de relance, il est important, c'est 5,5% du PIB européen, donc c'est pas négligeable. Ça baisse quand même très nettement en fait le risque de dépression sur la zone économique. Et le deuxième élément qui est vraiment structurant, c'est la nature de l'enveloppe. Aujourd'hui, effectivement, on a les 2/3, on est plus sur des transferts nets que sur des prêts. Et ça, c'est très structurant et c'est un message politique en fait très fort en termes de solidarité et de cohésion au niveau de l'Union européenne. Est-ce que ces éléments que vous décrivez, Nouran, politique budgétaire, politique monétaire en Europe, qui deviennent peut-être plus optimales dans leur fonctionnement, est-ce que tout ça contrebalance totalement la réalité économique, la réalité de la crise, avec sans doute une crise qu'on n'a pas encore vue dans sa totalité et qui va peut-être se déployer encore pendant les prochains mois. Les dommages de cette crise sont peut-être encore devant nous, les stigmates les plus profonds. Est-ce que ça contrebalance complètement cette réalité au point, je ne sais pas, que le rallye n'est pas terminé et qu'on va retrouver le CAC à 6000 au cours de cette année 2020? En fait, il y a une réalité qui est très différente quand on regarde la réalité des organismes internationaux. Si on regarde la Banque de France, l'OCDE, qui dessinent effectivement des scénarios qui sont les plus noirs les uns que les autres. Les économistes sont tous plus pessimistes les uns que les autres. Voilà, et quand on regarde effectivement du côté des investisseurs, avec les marchés actions qui continuent de progresser quand même très nettement et de battre certains plus hauts pour certaines zones géographiques, qui eux, finalement, anticipent plutôt un scénario de reprise en V. Et la grande différence, je pense que cette dichotomie vient essentiellement des hypothèses que prennent en compte les investisseurs qui ne sont pas pris en compte par les différents organismes. On a les hypothèses d'un vaccin qui sont effectivement beaucoup plus prises en compte. D'ailleurs, on voit bien que le marché réagit, voire surréagit dès qu'on a des études en phase 2, des études cliniques en phase 2 qui sont annoncées. On a aussi, quand même, ce qui est important, c'est la capacité de consommation qui est quand même maintenue à des niveaux très forts et qui pourra être reversée pour être une consommation additionnelle une fois effectivement les déconfinements passés. Parce qu'on a eu effectivement une épargne qui était forcée et aujourd'hui, en fait, cette capacité de consommation est quand même maintenue. Et les investisseurs, et c'est pour ça que les investisseurs réagissent, face en fait à des statistiques économiques essentiellement liées à la consommation. D'ailleurs, les réactions sont beaucoup moins fortes dès qu'on a des statistiques économiques qui sont liées aux productions industrielles, puisque la consommation, c'est quand même 2/3 en fait des contributions de la croissance aux États-Unis et un peu moins en Europe, mais ça reste en fait un élément important. Donc la consommation est importante, les taux d'épargne ont explosé, et si effectivement on arrive avec des taux d'épargne qui sont plus faibles
post-confinement, on pourrait avoir une consommation additionnelle se déverser sur l'économie. Mabrouk, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que le marché est prêt à faire des paris peut-être plus tranchés, plus agressifs peut-être que les économistes, sur l'idée que cette épargne accumulée va quand même être arbitrée en faveur de la consommation plus que ce que les économistes imaginent, avec l'idée que un traitement plus ou moins efficace pourrait être un game changer justement du point de vue de la confiance et on boucle quelque chose de vertueux avec le consommateur. C'est ce que dit Jérôme Powell. Il dit voilà, la crise sera vraiment terminée le jour où les gens n'auront plus peur de ce virus. Est-ce que vous comprenez que les marchés puissent être dans cette anticipation-là? Est-ce que c'est une déconnexion totale de la réalité avec des marchés complètement aveuglés par les banques centrales qui ne voient rien à la crise et qui ne comprennent pas ce qui se passe? Alors il y a plusieurs aspects. Oui, non mais... Premièrement, les économistes effectivement font des hypothèses et l'une d'entre elles effectivement qui conditionne le redémarrage de la consommation, c'est le niveau du chômage, ni plus ni moins. Donc en gros, si on a un taux de chômage, prenons le cas des États-Unis, qui est l'économie qui a le marché du travail le plus flexible, le plus réactif, on a vu que le taux de chômage évidemment avait explosé, modulo effectivement le dernier rapport sur l'emploi qui envoyait un message un peu dissonant. Toutefois, Jérôme Powell lui-même a indiqué qu'on avait toutes les chances de voir un taux de chômage qui devrait effectivement rester autour de 10% d'ici la fin de l'année. 10%, je rappelle que c'est le pic qui avait été atteint lors de la crise de 2008. Donc, gager finalement un retour de la consommation avec un taux de chômage qui reste sur des plus hauts historiques, ça me paraît être une hypothèse relativement forte. Donc qu'est-ce qui risque de se passer? La consommation, l'épargne effectivement qui a été constituée notamment aux États-Unis, parce qu'on a vu des transferts très importants de la part de la puissance publique. Au point que certains salariés, il y a vraiment une europanisation du filet de sécurité américain, certains salariés se sont retrouvés à toucher plus avec les allocations chômage et les extras versés par le gouvernement fédéral que quand ils travaillaient. Exactement. Donc on avait une situation absolument rocambolesque un peu aux États-Unis, puisqu'on s'est retrouvé avec des salariés qui touchaient effectivement plus et qui voyaient du coup, in fine, leur pouvoir d'achat augmenter, bon, alors même qu'ils ne pouvaient pas consommer. Mais résultat, le risque qu'on risque d'avoir, c'est au fond d'avoir une épargne de précaution qui augmente de manière assez significative. Alors celle-ci, effectivement, a explosé pour des questions tout simplement statistiques. Ça, c'est assez facile à comprendre, mais elle risque de ne pas redescendre au niveau, effectivement, pré-crise. Et on le voit dans les chiffres. Hein, quand on regarde le taux d'épargne américain avant et après la crise de 2008, c'est un des enseignements, il n'a fait que monter. Modulo, effectivement, un effet de structure lié à la démographie vieillissante, etc. Mais on a quand même des traces systématiques laissées par les stigmates. Il y a des stigmates. La productivité qui baisse, la consommation, effectivement, le taux d'épargne, pardon, qui ne fait que monter. Bon, en Europe, effectivement, on est les champions de l'épargne. En France, le taux d'épargne, il est entre 14 et 15%. En Allemagne, il est de 17%. Il n'y a pas de raison pour voir ce dernier diminuer après la crise, enfin, une fois qu'on a la crise du Covid résolue. Maintenant, la question qui se pose du vaccin, par exemple. Donc, on fait beaucoup d'hypothèses sur l'hypothétique vaccin qui va arriver, en supposant qu'il arrive d'ici la fin de l'année ou l'an prochain. Le problème, c'est que il permettra de résoudre les problèmes futurs, mais en aucun cas, il n'aura permis finalement de résoudre toutes les destructions de richesses, effectivement, qu'on aura aujourd'hui. Et les défaillances d'entreprises, elles sont en train de se manifester maintenant. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de modifications des textes effectivement, de loi régissant la faillite dans beaucoup de pays, en Europe notamment, en France, en Allemagne notamment, qui a pris des décisions relativement fortes. Donc tout ceci est mis sous cloche de nouveau pour le moment, mais une fois effectivement que tout ceci sera passé, vaccin ou pas vaccin, ces entreprises-là seront en difficulté quoi qu'il arrive. Donc mécaniquement, on a une perte sèche, et si on fait un calcul tout simple, ne serait-ce que prenons le cas de la France, le premier semestre de dépression qu'on a connu, avec effectivement moins 5,8 au premier trimestre et sans doute moins 15 au deuxième, voire même plus, ça fait quasiment 14 ans de croissance annulée en un seul semestre. Oui. Donc je ne peux pas imaginer qu'on puisse rattraper ça d'un seul coup. On va avoir un effet, on se concentre beaucoup sur le taux de croissance, c'est une erreur à mon sens. Il faut se concentrer sur le niveau d'activité. Et on ne le retrouvera pas avant au moins 2022-2023. Et c'est là la difficulté finalement. Et même peut-être comparer la situation par rapport à ce qu'aurait été notre niveau d'activité, notre niveau de richesse sans la crise pandémique. Regardez l'écart peut-être avec la croissance qu'on projetait avant la crise et la croissance qu'on projette aujourd'hui. Celle-ci est toujours modeste. La croissance qu'on projetait avant la crise, c'était pas loin de 1,5, etc. en Europe. Bon, mais bon, sur 1 ou 2 ans, ça commence à faire un écart important à l'arrivée entre la croissance qu'on va avoir aujourd'hui et celle qu'on aurait dû avoir sans la crise. Qu'on va observer cette année et plus le non-rattrapage finalement de cette récession, effectivement, ça pose un problème. Et donc au final, la situation des marchés, là, elle vous paraît risquée? Le marché va trop vite, le marché se met en risque aujourd'hui à ces niveaux de prix Le marché est sous perfusion, donc soyons clairs, ça fait. Prenons encore une fois l'exemple de 2008. Donc on a eu une croissance
atones, enfin même en Europe, on n'a pas eu finalement des performances de croissance exceptionnelles. Pourtant, on a vu effectivement des indices boursiers croître, indépendamment finalement de la croissance économique ou de la croissance nominale des pays. Aux États-Unis, c'est encore le cas. Vous regardez l'écart entre la croissance nominale et la croissance du prix des actifs, ça n'a absolument rien à voir. Donc au fond, le game changer, c'est bien sûr les banques centrales. Elles sont toujours présentes effectivement dans le panorama finalement économique et financier. Elles le sont encore plus puisqu'aujourd'hui on a une forme, elles raflent à peu près toute la mise, puisque la dette d'État, la dette d'entreprise, effectivement, il passe de nouveau encore plus aux États-Unis. Ça permet de soutenir et de fournir le marché en liquidité. Que dit le pragmatisme de l'investisseur, Nouran, aujourd'hui, entre une situation fondamentale, on comprend qu'il y a encore peut-être des difficultés à venir, et puis le niveau des marchés et les déterminants de marché aujourd'hui? En fait, moi, ce qui me dérange beaucoup souvent, c'est les comparaisons par rapport aux crises passées, parce qu'on est en fait, en termes de comparaison, c'est très compliqué de se comparer, tant dans l'ampleur de la crise, la nature de la crise et les réponses apportées à la crise. Et quand on regarde les réponses apportées à la crise et la nature de la crise, donc aujourd'hui, on a une crise d'ampleur historique, mais qui ne se transforme pas en crise systémique. Pourquoi ? Parce qu'on a des réponses qui sont complètement adaptées et d'ampleur historique, qui sont apportées. Et donc, on a des capacités de production qui ne sont pas détruites, contrairement en fait aux autres crises passées, mais qui sont mises en sommeil. Donc, et toutes les aides qui ont été réalisées, que ce soit par les banques centrales ou par les États, sont des aides on va pas aider les entreprises sur 3 mois, on va aider les entreprises sur 1 an, voire 2 ans. Donc, on va les accompagner pour traverser effectivement ce choc conjoncturel violent, pour que justement le chômage partiel ne se transforme pas en chômage structurel, que les capacités de production puissent en fait complètement se redéployer de manière très rapide, alors que dans les crises passées, effectivement, on a eu des destructions de capacités de production et il est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus lent de retrouver en fait effectivement un redémarrage des usines, etc. Il faut réembaucher, notamment en Europe, c'est beaucoup plus lent, etc. Donc aujourd'hui, en fait, les capacités de production sont mises en sommeil et donc les capacités de consommation également. Et donc je trouve en fait que ces éléments-là, et quand on regarde par exemple... Et vous êtes à l'aise avec le niveau du marché du coup, Nouran, ou pas? Je pense qu'en fait la hausse récente a été quand même très rapide et qu'aujourd'hui elle peut être fragile. Mais je pense qu'on n'est pas dans le cadre d'une anomalie de marché. Donc aujourd'hui, effectivement, on a des marchés qui réagissent de manière... On a des marchés... si on regarde depuis le début de l'année, si on met un peu de côté les ajustements un peu court-termistes, je dirais opportunistes, on reste sur des marchés, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, très rationnels. C'est-à-dire qu'on a en fait, tant sur les zones géographiques que sur les secteurs, on va avoir effectivement les secteurs qui sont beaucoup moins affectés par la crise, qui sont négatifs, légèrement négatifs, voire positifs, et à contrario, des secteurs beaucoup plus affectés par la crise, de type aéronautique, automobile, hôtellerie, effectivement, qui sont encore à moins 30. Donc malgré le rebond des dernières semaines. Malgré le rebond des dernières semaines avec le secteur bancaire. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on se demande beaucoup aujourd'hui, il y a une vraie question, je pense que vous allez l'aborder, mais autour de la thématique value, growth, value, est-ce qu'on va avoir enfin en fait une surperformance des values à long terme? Est-ce qu'on va sortir effectivement Non, mais allez-y. Si, allons-y. Là, juste avant la pause, Nouran, vous dites quoi par rapport à ça? Je dis en fait que finalement, peu importe, le plus important, c'est de comprendre pourquoi les secteurs sont value, pourquoi les stocks sont value. Et en fait, quand on regarde, pour un investisseur, ce qui est important, c'est de sélectionner des entreprises de bonne qualité et surtout dont la croissance est structurellement en fait bénéficie des tendances structurelles de l'économie et justement ne les subissent pas. Quand on regarde le secteur automobile ou le secteur bancaire, finalement la décote est justifiée. La décote est justifiée pourquoi? Le secteur automobile était fragile en fait avant la crise, puisqu'en fait le secteur automobile doit réaliser des investissements massifs pour effectivement accompagner la transition climatique, alors que la croissance du secteur automobile décline. Le secteur bancaire, c'est pareil. Le secteur bancaire doit réaliser des investissements très importants, alors que la rentabilité décline. Donc qu'il y ait du tactique, qu'il y ait du court terme à faire peut-être sur ces secteurs-là, c'est une chose, mais dans une logique d'investissement moyen-long terme, vous dites, vous ne retrouvez pas votre intérêt à investir ces secteurs-là? Tout à fait. À court terme, on peut avoir des renormalisations sur des ajustements parce que des niveaux de valorisation ont été excessifs, mais les décotes vont continuer à être justifiées à partir du moment où on a un problème de business model et à partir du moment où on a un problème de croissance. On marque une pause. On vous retrouve dans un instant. Nouran Charer, Mansartis et Mabrouk Chetouane, BFTIM nous accompagnent jusqu'à la clôture des marchés européens qui s'annonce positive. Le CAC évolue autour de 4 950 points en progression de 2,8% à un quart d'heure de la clôture. BFM Business, Intégral Bourse,
Jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. On est reparti ensemble jusqu'à la clôture des marchés européens avec un CAC qui gagne encore plus de 2,5% cet après-midi. On a des hausses de plus de 3% en Allemagne pour le DAX ou encore à Milan pour le MIB italien. Nouran Charir nous accompagne, directeur de la gestion de Mansartis, et Mabrouk Chetouane, responsable de la recherche et de la stratégie de BFT IM. Sur l'action des banques centrales, Mabrouk, j'avais une question un peu précise là sur la dernière communication de la Fed, pas tant celle de Jérôme Powell qui est en train de communiquer, d'auditionner devant le Congrès américain comme il le fait tous les 6 mois, mais sur les annonces d'hier, alors qui sont des annonces techniques toujours sur les différents programmes de soutien et de facilité que la Fed offre aujourd'hui aux marchés et aux entreprises, en l'occurrence, parce que là, la Fed communique sur son action vis-à-vis des entreprises et de la dette d'entreprise. L'idée étant que la Fed va intensifier, élargir encore un peu plus le spectre de son programme d'achat qui vise les dettes d'entreprise. Quel est le message derrière? Quel est le signal que la Fed va envoyer? Et pourquoi c'est important là pour les investisseurs? Alors pourquoi c'est important déjà pour l'économie américaine? C'est absolument fondamental. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que les entreprises américaines se financent principalement sur le marché obligataire, contrairement aux entreprises entre guillemets européennes qui se financent davantage par le biais du canal bancaire. Et donc c'est pour ça qu'on a des outils de politique monétaire qui sont légèrement différents entre les deux zones. Donc qu'est-ce qu'a annoncé hier Jérôme Powell? Il a annoncé effectivement le démarrage d'un programme d'achat de titres de dette dites spéculatives, qu'on appelle communément le high yield. Et donc là, effectivement, il indique clairement que la Fed va élargir encore plus le spectre. Alors, elle achetait des ETF, donc d'autres, elle achetait en fait à l'intérieur du marché, voilà, exactement, mais de manière pas aussi direct. Là, clairement, il nous dit, effectivement, la Fed va intervenir sur le marché secondaire de cette dette dite spéculative. Alors, en Europe, on avait déjà la BCE qui achetait ce qu'on appelle la dette bien notée, le investment grade. Donc, les banques centrales qui achètent de la dette d'entreprise, on connaît déjà, mais là, on franchit un nouveau pas puisqu'on va vers de la dette, entre guillemets, encore plus risquée. Pourquoi elle le fait? Qu'est-ce qu'elle cherche à faire avec ça là? En fait, tout simplement, c'est ce que je disais au départ, c'est que les entreprises américaines se financent sur le marché obligataire. Donc, on sait pertinemment qu'on va avoir le même problème à peu près partout. Des défaillances d'entreprises possibles, donc une difficulté finalement à se refinancer, des difficultés finalement en termes de liquidité, etc., que la Fed ne veut absolument pas effectivement voir mûrir et qui pourrait effectivement compromettre de manière assez grave la reprise, la fameuse reprise effectivement que tout le monde attend. Donc pour éviter tous les problèmes, la Fed agit en amont, d'accord, et indique clairement qu'elle va acheter directement sur le marché secondaire cette dette, offrant du coup à ces entreprises une capacité de financement qui est quasiment sans limite, puisque de toute façon on sait que la Fed peut intervenir sur des montants absolument pharaoniques. Donc ça c'est effectivement quelque chose d'extrêmement important, puisque globalement ça veut dire que, au même titre que les États avaient l'assurance finalement d'avoir un financement sans limite, sans faille en quelque sorte, on sait pertinemment que les dettes des États étaient, pour certains en tout cas, pouvaient poser certains problèmes. Les entreprises n'ont plus de difficultés a priori à se refinancer. Et on sait pertinemment que aux États-Unis notamment, on a le secteur pétrolier qui a fait beaucoup parler de lui, notamment au mois de mai avec ce qui s'est passé sur le prix du pétrole. C'est un secteur où la dette est notée, on va dire triple C, pour être. Ouais, c'est de la dette compliquée, c'est de la dette stressée, c'est de la dette très stressée. Et en annonçant effectivement ce genre de programme d'achat, la Fed clairement met en fait une espèce de cache, en fait, de cloche, indiquant qu'il n'y aura plus de problème finalement sur ce secteur dit stressé. C'est efficace d'un point de vue économique, de l'économie réelle, j'entends. C'est pas juste la Fed là qui entretient l'inflation du prix des actifs financiers avec une liquidité là qui tourne en vase clos dans les marchés. Là, il y a quelque chose qui atteint l'économie réelle quand même. A priori, si on a des acteurs qui ne font pas défaut, c'est-à-dire des entreprises qui ne disparaissent pas parce qu'elles trouvent le moyen de se refinancer, là oui, on a un impact direct sur l'économie réelle. Alors évidemment, si le plan effectivement n'admet plus de limite temporelle, c'est-à-dire qu'en gros, si on pousse le plan sur une cinquantaine d'années, bon là évidemment, ça voudrait dire qu'on est sur de l'inflation d'actifs. Mais là, en l'occurrence, non, il y a une urgence, il y a un stress à gérer et la Fed le gère clairement. Un mot, Nouran, si vous voulez commenter effectivement l'action de la Fed et des banques centrales, mais je voulais qu'on en vienne avec vous là aussi, toujours sur le terrain des entreprises, parce que vous avez rencontré un certain nombre d'entreprises qui participaient à une conférence organisée par un grand bureau d'analyse européen, Exane pour les citer, c'est quand même un nom qu'on connaît, et les retours de terrain à ce stade sont très intéressants parce que peut-être plus optimiste ou plus constructif que ce que vous pouviez entendre, encore une fois, du point de vue des entreprises, il y a quelques semaines seulement.
Oui, tout à fait. En fait, la différence avec le ton surtout engagé de la part des managements ces derniers temps, comparativement à la publication du T1, où effectivement on avait quand même des managements qui étaient plutôt, je dirais, quand même inquiets, même s'ils ont très clairement quand même rassuré sur la solidité de leur bilan, et ça, on y reviendra tout à l'heure. Mais je dirais que la grande différence a été effectivement le caractère encourageant et le ton relativement optimiste sur la Chine. Et sur la Chine, ça a été très fort, tant de la part des acteurs qui appartiennent à l'industrie manufacturière que les acteurs liés à la consommation. Et on voit, pour vous donner un exemple un peu plus parlant, on voit SEB, qui est donc la société spécialisée dans le développement et la vente de petits électroménagers, en fait, avait donné en fait un message plutôt prudent lors de la publication du T1 sur les ventes au détail en Chine, en soulignant le côté un peu attentiste de la part des consommateurs chinois. Là, très clairement, en fait, la semaine dernière, ils ont souligné en fait des tendances encourageantes sur les ventes en Chine. Donc là, effectivement, c'est un message qui est plutôt positif et très encourageant. Là où effectivement la prudence est toujours de mise, c'est sur le redémarrage de l'activité sur les autres zones, donc notamment les États-Unis ou l'Europe, où là, en fait, il y a un recul qui est qui est quand même moins prononçant et qui est quand même moins fort. Mais globalement, ce qu'il faut retenir sur les entreprises européennes, c'est qu'elles ont effectivement des bilans sains, qu'elles ont accès au marché en fait du crédit. Donc il y a beaucoup d'émetteurs qui sont venus se refinancer très facilement sur le marché du crédit. Ceux qui avaient un peu plus de mal, qui appartenaient en fait au secteur plus fragilisé, automobile, hôtellerie, etc., n'ont pas eu de difficulté à passer par le système bancaire. Et on voit bien effectivement des sociétés comme Forestia liées à l'automobile, Elis qui est liée en fait au secteur de l'hôtellerie, qui a sans problème réussi en fait à renégocier des lignes de crédit sans pénalité. Donc là, globalement, on est quand même face en fait à des sociétés qui sont relativement résistantes. Pour ces entreprises, cette dette issue du choc pandémique, c'est une solution, un problème à long terme, Globalement, sur les entreprises en Europe, donc je parle des moyennes capitalisations et des grandes capitalisations bien évidemment, on n'a pas de problème de dette. On n'a pas de problème de dette parce qu'elles ont réussi à se refinancer, c'est la première chose. Donc un free cash qui est relativement important. Et puis on a des entreprises qui globalement ont très bien échelonné leurs dettes. Donc en fait, on n'est pas face comme en 2008 avec des dettes en fait de court terme ou à moyen terme ou avec des échéanciers qui peuvent mettre à risque effectivement le remboursement à court terme des dettes. Bon, sur la question de la dette, Mabrouk, sans faire tout le rappel, mais tout le monde tourne autour. Comment on gère ces dettes? Alors bon, les dettes publiques, on va dire, elles sont cryogénisées par la Banque Centrale Européenne, mais il y a quand même la question des dettes privées. Ces entreprises qui accumulent de la dette, que ce soit des prêts bancaires, de la dette de marché, c'est quand même de la dette qui vient peser un moment peut-être sur leur bilan. Et ça vient peser sur le bilan aussi des banques centrales, par ailleurs aussi. Donc, puisque, bon, effectivement, cette dette peut poser un problème à la seule condition qu'elle ne soit pas en mesure de la rembourser. Donc, ça peut les difficultés. Et comment, finalement, une entreprise, ou même un État, puisque globalement, la question est la même, parvient à rembourser sa dette, ou de quelle manière finalement cette dette ne pose pas une difficulté. Il y a deux solutions. Premièrement, c'est d'avoir des conditions financières qui restent ultra accommodantes. Là, on peut compter sur le soutien des banques centrales qui restera présent. Powell l'a rappelé, Christine Lagarde l'a rappelé. Donc, quoi qu'il en coûte, pour aussi longtemps que nécessaire. C'est ça. Donc c'est le whatever it takes augmenté. Augmenté. donc là-dessus, il n'y a aucun doute. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'Italie parvient de se refinancer, qu'il n'y a pas de difficulté pas de questionnement même sur la dette italienne. Et l'autre point, c'est bien sûr de générer de la croissance. Donc globalement, comment on rembourse une dette, c'est avoir une activité qui reprend, avoir un chiffre d'affaires qui reste présent. C'est pas avec un bilan de banque centrale qu'on fait un chiffre d'affaires, ça aussi il faut le rappeler. Et donc du coup d'où la question de la reprise. Donc effectivement une dette relativement saine qui permet de réamorcer l'activité et de repartir, ça c'est une condition sine qua non et ça permet finalement de pouvoir traiter ce problème de dette. Alors, il y a aussi un autre point, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Non, maintenant parce qu'on n'aura plus le temps après. C'est celui, toutes ces dettes qui sont aspirées dans le bilan des banques centrales. Alors, vous disiez tout à l'heure que les comparaisons avec le passé sont peut-être pas forcément pertinentes, mais on a déjà le mode d'emploi en quelque sorte. Puisque aux États-Unis, il faut rappeler qu'en 2008, crise subprime, crise immobilière, on a eu une structure de défaisance, donc une bad bank, entre guillemets, qui a été mise en place pour absorber toute cette dette effectivement non performante
effectivement cette dette pourrie en quelque sorte, et notamment issue des deux agences Fannie Mae et Freddie Mac, et qui justement a permis de se débarrasser, d'apurer le marché en quelque sorte de toute cette dette entre guillemets toxique. Et donc globalement, et la question a été posée clairement à Christine Lagarde, est-ce que vous comptez effectivement intervenir sur le marché du high yield, un peu finalement comme le faisait, comme le fait la Fed exactement. Christine Lagarde a clairement répondu qu'elle c'était en réflexion, bien sûr. Elle n'allait pas effectivement tout de suite se griller auprès du marché, mais clairement, la question de la bad bank est posée en Europe. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir à un moment donné, on le sait, des banques qui vont devoir absorber une grande quantité de prêts non performants sans doute. Ouais, et il va falloir effectivement sortir. À vouloir sauver tout le monde, on va forcément sauver des entreprises qu'on ne pourra pas remettre d'aplomb. Exactement. Donc à un moment donné, on ne va pas non plus intoxiquer le bilan des banques. Il va falloir que les banques centrales interviennent. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui peut considérablement effectivement changer la donne en matière de reprise, en matière finalement de perspectives économiques et financières, si jamais effectivement on a ce type de structures qui sont mises en place au niveau européen et possiblement au niveau américain également. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci à vous deux. On va marquer la clôture des marchés européens dans un instant. Le CAC est entré au fixing en hausse de plus de 3%, 4 959 points. Clôture définitive à suivre dans quelques minutes. Jean-Luc Hussac sera avec nous chez Perceval Finance Conseil. On notera quand même plutôt une séance d'appétit pour le risque. On a eu la semaine dernière ce mouvement de correction, d'aversion pour le risque qui s'est corrigé là depuis hier avec un CAC qui est revenu même en séance au-delà des 5000 points. L'euro-dollar lui retrace encore un peu aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on était monté jusqu'à 1,14 il y a quelques jours avant de redescendre palier par palier avec un euro-dollar qui se stabilise là autour de 1,1250 cet après-midi. Le pétrole qui progresse encore un peu cet après-midi, une hausse de plus de 1% actuellement pour les cours du pétrole. Voilà pour le panorama de cette fin de séance. Wall Street dans le vert, en cours de séance aux États-Unis avec une hausse entre 1,5 et 2% pour les indices majeurs américains. Merci à vous deux, merci d'avoir été les invités du Club de la Bourse. Nouran Charer, je le rappelle, directeur de la gestion de Mansartis, et Mabrouk Chetouane, directeur de la recherche et de la stratégie de BFT-IM. Fin de séance sur les marchés européens. On attend la clôture définitive à Paris avec un CAC entré au fixing en hausse de 3%, 4 959 points. Marché qui a bien rebondi aujourd'hui, toujours avec les thématiques cycliques. En tout cas, le secteur bancaire, secteur des ressources de base ont été les secteurs les plus performants aujourd'hui. Tout le monde a progressé au sein de l'indice CAC 40. Et Jean-Luc Hussac avec nous chez Perceval Finance Conseil. Jean-Louis, que retenir de cette séance qui montre quand même que le marché a encore du ressort? Oui, mais il garde une extrême volatilité. Vous vous rendez compte, entre 16h30 et 17h, le CAC a perdu 2,3%, le SP500 a perdu 2,5%. Après, entre 17h et 17h30, il a regagné 1,4%. Donc, cette volatilité reste pour moi très inquiétante. Point de salut de sortir vraiment par le haut avec sérénité. Quand on a une volatilité implicite à plus de 30, on a une très grande volatilité de la liquidité à cause des algos qui restent prépondérants, qui font des fourchettes de prix. Et puis, ça va rester très sportif jusqu'à vendredi parce qu'on a des positions qui ont un fort gamma sur les positions arrivant à échéance trimestrielle. Donc c'est vendredi. De grosses positions vendeuses de volatilité. On en a aussi très certainement sur septembre. Mais là, si vous voulez, dès que ça monte, les algos achètent, et dès que ça baisse, ils vendent. Et dès qu'on a cassé 4960 dans la descente, on est parti à la baisse sans rencontrer de contrepartie. Et ça, c'est important de se dire, ok, on se calme, ce sont des algos. C'est pas la nouvelle du siècle qui est en train de tomber. Et c'est énorme de voir ça parce que ça dure très peu de temps, c'est violent et ça peut faire peur. Donc quand on comprend ce qui est en train de se passer, on est moins inquiet et surtout on n'en tire pas de mauvaises conclusions. Alors après, ça n'empêche pas qu'il faut réagir. C'est vrai que des mouvements comme ça, c'est exceptionnel en intraday. Moi, je peux dire que j'ai fait ma journée à ce moment-là. J'avais vendu des calls sur les niveaux de 4950, 5000, avec des fortes volatilités. Et dans le trou d'air, j'ai eu la chance de vendre les puts. Et ça aussi, donc je fais partie de ces gens vendeurs de volatilité, donc avec une très forte sensibilité au mouvement que peuvent faire les marchés, parce que je serai un an
amplificateur des mouvements, puisque je viendrai vendre si ça baisse et je viendrai payer si ça monte. Normalement, en tout cas, c'est ce que je dois faire pour protéger mes positions options. Jean-Louis, à partir de quand est-ce que la hausse est devenue plus fragile là? Vous nous disiez le marché était pas mal, jusqu'à quoi? 4005, 4007, c'est au-delà que la construction de la hausse vous laisse penser que le marché s'est fragilisé d'une certaine manière? Ce qui m'avait permis de conclure qu'à 5002, on pouvait faire un point haut, non, c'est surtout quand on a franchi les 4008. La manière, encore une fois, la manière dont on a franchi 4008, des mouvements construits uniquement sur des phénomènes comme ça, enfin pas uniquement, mais trop, en tout cas majoritairement, il n'y avait pas assez de conviction, mais pas assez de conviction parce que pas de visibilité. Donc c'est encore une fois, c'est pas une critique, c'est simplement une constatation d'un fait évident. Les marchés, à un moment donné, de par leur construction, encore une fois, amplifient les mouvements, génèrent des mouvements très violents. Alors, vous voyez, par exemple, là, typiquement, on est passé de 5002 à 4007, on a perdu 10%. Le long terme, c'est devenu le court terme, 10%. Il y en a qui vont dire, par exemple, oui, c'est pas grave, il faut rester acheteur. Oui, mais quand on est parti de 6000 et qu'on a perdu 10%, quand est-ce que les acteurs ont vendu? Ils n'ont pas vendu, en fait. Souvent, ils n'ont pas vendu. Et c'est pour ça que les performances ne sont pas très bonnes, parce qu'ils n'ont pas vendu, ils n'ont pas cru à un mouvement aussi puissant. Moi non plus, j'ai pas cru, mais j'avais vendu. Mais par contre, je pensais pas qu'on allait faire 3007. Voyez. Donc c'est pour ça qu'il faut réagir. C'est pour ça qu'il faut avoir une vision non pas exclusivement économique, mais technique de construction. Pas technique, le double top, le double appui, l'analyse scolaire d'une approche chartiste. C'est pas ça dont je parle. C'est comment tout cela est construit et comment tout cela génère des choses qui sont très perturbantes pour les traders. Et c'est vrai qu'on est tous mentalement handicapés face, si vous voulez, à l'évolution violente des marchés. Ouais, c'est vrai qu'il y a un point quand même important, c'est que malgré les tombereaux de liquidités injectés par les banques centrales, alors ces dernières années, elles avaient quand même bien tué la volatilité, au-delà de quelques phénomènes de résurgence. Là, on a quand même un niveau de volatilité qui est peut-être structurellement un peu plus élevé, malgré une action pharaonique, décuplée des banques centrales à travers le monde depuis ces derniers mois. Merci beaucoup Jean-Louis. Jean-Luc Cussac avec nous et tous les jours sur l'antenne de BFM Business, bien sûr, chez Perceval Finance Conseil. Le CAC en clôture ce soir, plus 2,84%, 4959 points, une séance marquée par un rebond très violent jusqu'à plus de 5000 points pour l'indice parisien qui termine donc sur une progression positive avec des volumes autour de 5 milliards d'euros échangés via les plateformes d'Euronext. BFM Business, Intégral Bourse, replay. Une journée parfaite pour parler des télécoms. C'était la journée de l'ARCEP. Sébastien Soriano était l'invité de BFM Business ce matin dans la matinale avec la conférence de presse de l'ARCEP qui réunissait analystes et journalistes. L'occasion donc de faire un point sur le secteur télécom en bourse. Les enjeux opérationnels évidemment. On en parlait tout à l'heure avec Thomas Coudry, analyste médias et télécom chez Bryan Garnier. Je pense qu'on peut faire toujours le même constat, ouais. Malheureusement pour le secteur. Non, il a légèrement, on va dire, surperformé les indices. Je crois que l'Eurostoxx 600 Télécom est en baisse de moins 12% à peu près year to date contre un Eurostoxx Europe contre un Stoxx Europe qui est en baisse de l'ordre de 14%. Ouais. Donc voilà, c'est un petit peu mieux, mais enfin c'est pas fantastique pour un secteur qui est plutôt présenté, et c'est plutôt ma conviction également comme un secteur défensif dans la crise actuelle. Bon, après il y a énormément de variance évidemment dans ces chiffres-là, ne serait-ce que si on regarde le marché français, entre un Iliad qui a fait quasiment plus 40% et un Altis qui a fait plutôt moins 40%. Ouais. Voilà, la moyenne ne traduit pas les trajectoires aussi individuelles des acteurs, et là le stock picking s'avère un petit peu nécessaire. Très clair. Est-ce que ça se retrouve dans les performances opérationnelles justement? Alors on attend tous avec impatience les résultats du deuxième trimestre, qui seront les résultats les plus marqués bien sûr par l'impact de la crise pandémique et du confinement, mais il y avait déjà peut-être des éléments dans les résultats
résultats du premier trimestre, on a fait le tour de la place désormais, enfin le tour du secteur. Est-ce qu'il y a déjà des éléments de dispersion, Thomas? Alors un petit peu. Après, c'est vrai que le premier trimestre, et notamment en Europe, était assez peu impacté. Bah oui. On avait les mesures de confinement ont commencé surtout en Italie début mars, un peu plus tardivement en France. Donc on voit un peu des impacts, mais les résultats de Q1 sont pas très instructifs à ce titre-là. Ce qu'il faut regarder, c'est plus dans le commentaire qu'ont fait les sociétés par rapport à leur guidance et autres, qui nous donnent quelques indications. On verra vraiment avec Q2, en effet, les impacts forts qu'a eu le confinement. Et sur les indications, globalement, là aussi, on a des commentaires qui sont plutôt rassurants. On a certaines sociétés qui vont suspendre leur guidance, mais la plupart, globalement, dans le secteur des télécoms, les ont confirmés. C'est le cas d'un Iliad, c'est le cas d'un Altice. Alors, un Orange a dit qu'il ne s'attendait pas à des déviations significatives par rapport à ses objectifs. Bon, donc on sent bien, c'est une des difficultés, je pense, qu'a le marché. On sent bien que l'impact ne devrait pas être majeur, mais on a du mal à le quantifier entre la vision revenu, la vision EBITDA, la vision CAPEX, cash. Il y a beaucoup de moving parts là-dedans qui donne un peu la lecture des perspectives un petit peu compliquées certainement pour le marché. On devrait y voir plus clair certainement avec les résultats qui vont venir maintenant en juillet. Une question clé pour des entreprises du secteur télécom qui reversent généralement des dividendes importants. Là, c'est un facteur, un moteur important sur le plan boursier pour ces groupes-là. Qu'est-ce qui fait que certains ont coupé leurs dividendes ? Orange notamment, alors que vous nous disiez dans le discours, dans les guidance, pas de déviation significative par rapport aux trajectoires qu'on s'était fixées. Pourquoi est-ce qu'Orange a coupé son dividende ? D'autres ne l'ont pas fait ou en partie seulement. Quel a été pour vous l'axe de décision justement dans ce secteur qui a permis de faire le choix entre on coupe ou on garde ? En effet, la plupart des entreprises du secteur n'ont pas coupé leurs dividendes. Alors il y a un petit cas emblématique dans l'Europe du Nord, Telia, mais qui a aussi une dimension média importante qui est impactée elle beaucoup plus fortement par la crise. On a aussi le cas éventuellement de BT au UK, mais là aussi on est sur un contexte très spécifique avec des investissements sur la fibre. Donc on va dire globalement les entreprises du secteur n'ont pas coupé leurs dividendes, à l'exception c'est vrai d'Orange, alors qui est passé de 70 centimes à 40 centimes, donc ils l'ont pas supprimé, mais ils l'ont réduit assez significativement. Là, il est vrai que on attend la confirmation ou l'évolution de leur guidance, mais il est vrai qu'on ne s'attend pas à des impacts significatifs sur leurs résultats et notamment pas sur la génération de cash. Là, c'est quoi, on pense certainement que Stéphane Richard s'est certainement battu, à mon avis, pour ne pas le couper plus que ça. Et c'est évident, à mon sens, qu'il y a une dimension politique. Voilà, l'État français, au sens large, pèse encore 23% au sein du capital d'Orange. Donc là, il était certainement difficile de maintenir son dividende inchangé, même si d'un point de vue économique, ça aurait clairement fait du sens. Après, ça conforte le fait que cette baisse du dividende ne doit être qu'un épiphénomène et qu'on devrait retourner à la normale très rapidement pour Orange. Est-ce qu'on peut même imaginer que ce qui n'a pas été versé cette année en dividende pourrait l'être sous forme de dividende exceptionnel dans les prochaines années ? Je parle des télécoms, mais plein d'autres groupes ont cette idée-là en tête aujourd'hui, pour ceux qui sont très dépendants de la rémunération effectivement qu'ils offrent aux actionnaires. Alors, évidemment, les groupes ne s'expriment pas clairement quand on leur pose la question. C'est pour ça qu'on invite des analystes. Mais on peut clairement le croire ou l'espérer. En tout cas, c'est une stratégie financière reportée, décalée dans le temps. On verra l'état des bilans à la fin de l'année. Et en effet, si cette crise a été, d'un point de vue, je parle financier, un non-événement pour ces groupes-là, on peut s'attendre à peut-être des rattrapages l'année prochaine. Bon, et donc je le disais, c'était la journée télécom parce que l'ARCEP communiquait aujourd'hui. Alors vous avez assisté justement aux déclarations de Sébastien Soriano. Alors sur plein de sujets, évidemment, sur l'environnement réglementaire au sens large, francophone mais européen, j'imagine également. Thomas, quels sont les points clés là du discours de l'autorité de régulation française des télécoms aujourd'hui ? Bon, les points clés, c'est que l'ARCEP se donne on va dire une forme de satisfecit sur sa régulation et sa doctrine de régulation de concurrence par les infrastructures et par les investissements. Là, c'est vrai que on a atteint un pic d'investissement à plus de 10 milliards pour l'ensemble des opérateurs français l'année dernière, ce qui est exceptionnel. Donc évidemment, l'ARCEP se déclare satisfaite de ce montant d'investissement. Alors, on sent bien qu'il pourrait être un petit peu réduit cette année
mais pour les circonstances exceptionnelles qu'on connaît. Après, ce que dit Sébastien Soriano, c'est qu'il s'attend à ce que ça revienne sur ces niveaux-là dès l'année prochaine. En fait, l'idée, certes, je pense que l'ARCEP fait preuve d'un certain pragmatisme là-dessus. Il y a nécessairement un retard qui a été pris, une baisse des investissements temporels. Après, le sujet, c'est il va falloir revenir le plus rapidement à la normale. Donc ça, c'est un point très important. Après, j'ai pas le sentiment, en tout cas dans le discours de l'ARCEP et de Sébastien Soriano, qu'il faille s'attendre à un big bang de la régulation lié à cette crise. Voilà, il le dit, les contraintes, les ambitions de déploiement, les contraintes de couverture sont déjà très élevées. Donc, on verra, bien sûr, parce que le gouvernement aura son mot à dire sur le sujet. Mais globalement, on sent que le niveau d'effort produit actuellement par les opérateurs en termes d'investissement est plutôt jugé satisfaisant et à un très bon niveau par l'ARCEP. Ouais. Là, c'est un des points. Sur le périmètre des marchés, sur la concurrence en tant que telle, est-ce qu'il est satisfait de sa doctrine, ou plutôt de la doctrine européenne, parce que en la matière, l'Europe a toujours son mot à dire. Et alors, vous me signaliez, je crois, Thomas, que la Commission européenne vient de bloquer un projet de rapprochement entre deux opérateurs britanniques, enfin notamment O2, l'opérateur important au Royaume-Uni. Qu'est-ce qu'il pense de ça, Sébastien Soriano ? Alors, c'est juste pour préciser, c'est le Cour de justice européenne qui a invalidé la décision de la Commission européenne qui interdisait la fusion entre O2 et 3 au UK. Donc, pour le dire avec des mots, voilà, la Commission européenne est trop rigide en termes de concentration. Elle s'est fait retoquer par la justice européenne. Elle s'est fait retoquer par la justice européenne. Donc ça, c'est un signal assez fort, en effet, parce que une des attentes du marché des investisseurs, en particulier sur le secteur, c'est un peu plus de consolidation. Je parle pas nécessairement en France, mais un peu sur l'ensemble de l'Europe. Et aujourd'hui, on sent bien, et c'est le cas en tout cas depuis que Margrethe Vestager est aux commandes, qu'il est très difficile de mener à bien des opérations de consolidation, en tout cas locales, sur des marchés nationaux. La dernière fois, en Italie, il y en a deux qui se sont rapprochés, mais il a fallu en créer un cinquième, il y a un quatrième pour remplacer. Bon, donc cette décision, elle est assez forte. On va voir ce que ça va donner. Il y aura peut-être un appel, voilà, mais ça fait rejaillir quelques espoirs, en effet, sur le secteur, que notamment sur des marchés très concurrentiels comme l'Espagne. L'Espagne, il y a quasiment 5 acteurs aujourd'hui, on parle même pas de 4, on parle de 5. Bon, on sait qu'il y a des choses qui commencent à se passer, des rumeurs, des non-rumeurs avec des fonds qui veulent racheter l'opérateur MásMóvil. Donc voilà, tout ça commence à bouger un petit peu, et c'est plutôt un catalyseur, en tout cas pour le secteur, même s'il faut rester prudent sur ces deals-là. Un mot sur la 5G, Thomas, où est-ce qu'on en est des positions des uns et des autres, des calendriers des différents opérateurs, et puis toujours le sujet Huawei. Ça y est, est-ce qu'on arrive au moment de décision ? Est-ce que chacun a pris les décisions qu'il fallait pour vis-à-vis de l'équipementier télécom chinois Huawei, Thomas ? Eh bien non, ou alors si certains les ont prises, on les connaît pas. Elles sont pas encore publiques. Elles sont pas encore publiques, puisque notamment SFR et Bouygues sont encore dans l'attente du retour de l'ANSSI, des services de l'État, sur dans quelle mesure on peut avoir recours à la Huawei. place des équipements Huawei. Jusqu'où on peut mettre des équipements Huawei dans les futurs réseaux ? Jusqu'où on peut mettre en termes de géographie, de positionnement dans les réseaux, cœur de réseau, extrémité, etc. Voilà, ces sujets ne sont pas, en tout cas publiquement, tranchés aujourd'hui. Ce qui nécessairement pour les opérateurs en effet impactés pose 2-3 problèmes pour se projeter, pour avoir un minimum de visibilité. Thomas Coudry qui nous accompagnait cet après-midi en plateau dans Intégral Bourse, analyste pour le secteur télécom et médias, vous l'aurez compris, chez Bryan Garnier. Le CAC 40 terminant en belle hausse ce soir, une hausse qui a porté le CAC jusqu'à plus de 5000 points en séance et plus de 4950 points en clôture, avec un volume d'activité de 5 milliards d'euros échangés. Très bon début de soirée, vous avez rendez-vous avec les équipes d'Inside jusqu'à 20h en direct. Stéphanie Colo et Guillaume Paul vous accompagnent sur BFM Business. Nous on se retrouve demain dès 15h pour la suite d'Intégral Bourse. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.